Bienvenue pour cette nouvelle émission de la Nouvelle Revue Politique. Aujourd'hui, la thématique sera l'Iran. Donc, c'est l'actualité géopolitique du moment. Je vous présente mes deux invités. Donc, bonjour Manas Sherali. Bonjour Donc, vous Mehdi. êtes sociologue, politiste et spécialiste de l'Iran. Vous êtes vous-même iranienne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et Michel Fayad. Bonjour Michel. Bonjour Mehdi. Donc, tu es politologue et aussi spécialiste de toute la géopolitique au Moyen-Orient. Donc, je vais commencer avec vous, Manaz. On décrit beaucoup la situation iranienne comme, enfin, du moins de vue de l'extérieur, on a très peu d'informations, on voit beaucoup d'images, mais tout se passe essentiellement dans des grands centres urbains, notamment Téhéran. Est-ce que c'est une révolution ou une révolte? Vous définirez si c'est le terme le plus adéquat. Est-ce que c'est une révolution qui touche la totalité du pays? L'Iran est un immense pays. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les provinces, dans des villes de moyenne importance? Est-ce que c'est aussi un mouvement que l'on peut voir dans les campagnes iraniennes? Bon, avant de répondre à votre question, il faut que je dise que en Iran, la relation entre les zones urbaines et les zones rurales n'est pas 50-50. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays équilibré. À l'époque de Shah, c'était pareil, c'était pas très équilibré, mais là maintenant vraiment l'équilibre n'existe pas et qu'on a quelques 75% de population urbaine et quelques 25% à peine. Ce sont les chiffres d'il y a 10 ans. Oui. Il est fort possible que là maintenant la population urbaine soit diminuée encore davantage. Donc quand on dit les villes se révèlent, parce qu'il n'y a que des villes. Et les zones urbaines se sont rétrécies de plus en plus. Donc il y a encore, heureusement, parce que c'est un grand pays avec 90 millions d'habitants, voire 95. Il y a toujours des zones urbaines et des zones rurales, mais l'équilibre n'existe pas. Donc quand on dit les villes se révèlent, c'est que vraiment c'est le pays qui se révèle. Donc lorsqu'on parle vraiment de l'Iran, on parle vraiment d'un pays qui est, pour le coup, urbanisé, mais la majorité de la population se trouve dans les villes. Donc quand une révolte ou une révolution se passe, c'est toujours dans les villes concernant l'Iran. Et c'est vraiment un mouvement qui touche essentiellement les villes. Est-ce qu'il y a un indicateur sur ce qui se passe dans les campagnes? Il y a forcément une population dans les campagnes. Vous savez très bien qu'en ce moment, l'Internet n'est pas rétabli. On a beaucoup de problèmes pour savoir ce qui s'est passé. Et plus les villes sont petites, mieux ils ont réprimé. La répression était plus forte. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué, dans les petites villes, on ne peut pas faire appel aux forces de l'ordre locales parce que les gens se connaissent. Ils ont fait venir leurs proxys des pays voisins. Ce sont en fait les soldats, des mercenaires du régime qui tuent dans les petites villes. Et c'est pourquoi, selon les estimations, ce que les médecins nous ont dit, dans les petites villes, la tuerie a touché vraiment d'une manière invraisemblable. Par exemple, dans une ville à 4000 habitants, on a 50 morts. Et donc, c'était vraiment très, très fort. Donc, pour l'instant, personne ne peut vous donner les statistiques. C'est pas possible. Mais on n'a que des estimations. Mais moi, je n'ai pas envie de vous répéter les chiffres et les statistiques que j'ai entendues parce que je préfère que ça se démentisse. Je préfère qu'on nous dise que c'est pas vrai et qu'il n'y a pas autant de victimes. Mais autant que je sache, beaucoup de mes étudiants ne sont pas revenus. Vous savez, depuis 2020, j'enseigne sur Clubhouse, sur Internet, et j'avais mes étudiants, des salles qui se remplissaient à 2000 personnes et des jeunes avec qui j'étais en relation quotidiennement. On se parlait, je demandais leur avis. Une bonne partie d'entre eux n'est pas revenue. Et vous pouvez imaginer dans quel état je suis. J'imagine bien. Michel, tu peux peut-être apporter un point de précision sur ça. Donc toi, tu connais bien la géopolitique, le regard extérieur aussi que les pays voisins peuvent avoir sur l'Iran. Comment est perçu l'Iran aujourd'hui dans cette situation de crise aujourd'hui? En fait, tout le monde regarde l'Iran parce qu'il y a une faillite idéologique qui a lieu aujourd'hui, c'est-à-dire une faillite religieuse. Les gens rejettent l'islam en Iran et ça, c'est quand même quelque chose de fort et de nouveau dans la région parce que on parle quand même d'une région qui est très religieuse. Les juifs sont religieux, les chrétiens sont religieux, les musulmans sont religieux. Mais en Iran, il y a un dégoût de l'islam, il y a un rejet de l'islam qui est clair et net. Quand on va sur place, on voit que les mosquées sont vides. Il y a quelques vagues de christianisation, mais l'essentiel, c'est une vague d'athéisation, en fait. Il y a beaucoup d'athéisme qui gagne. Et donc, ça, de même que l'Iran
quand il y a eu la révolution islamique, elle s'est rapidement exportée, elle a excité énormément de groupes à travers le Moyen-Orient et la région et le monde en fait. Autant maintenant, peut-être que l'Iran enverra un autre message. Donc en fait, l'Iran c'est un pays qui impacte le reste, même s'il y a cette différenciation, bien sûr, où l'Iran est à 2 tiers chiites, alors que le reste, vous savez, 85% des musulmans dans le monde sont sunnites. Mais il y a quand même le fait que l'Iran a un impact, parce que il l'a eu quand il y avait le Shah. Il en a eu lorsqu'il y avait donc cette révolution islamique, et aujourd'hui, la chute du régime aura forcément un impact sur le reste. Et Tout le monde regarde. Quand on parle du pouvoir iranien, on évoquait aussi le khoménisme, comment tu qualifies le khoménisme? En fait, le khoménisme, il est né de plusieurs choses. À la base, le chiisme religieux, politique, était basé en Irak. Et Khomeini a voulu en fait prendre le contrôle du chiisme et que le cœur du chiisme soit en Iran, à travers lui en fait. Et donc il a commencé à développer ses théories, ses thèses, et notamment donc ce qu'on a appelé le khoméinisme, qui est en réalité une idéologie extrêmement proche de celle des frères musulmans, adoptée un peu au chiisme. Mais en réalité, dans les grandes lignes, ils sont pareils. D'ailleurs, Khamenei, l'actuel guide suprême, et on dit qu'il a traduit en persan certaines œuvres des frères musulmans. Donc en fait, il y a quand même cette connexion. Et puis, il y a eu aussi le fait que la République islamique d'Iran a soutenu énormément donc, les organisations palestiniennes, autrefois le Fatah, ensuite le Hamas, qu'il a soutenu également les groupes qui étaient alliés aux organisations palestiniennes au Liban, qui étaient des organisations notamment frères musulmans, donc la Jama'a Islamiyya, le Tawhid, le Jund Allah, etc., etc. Donc ce sont des organisations frères musulmans qui étaient soutenues par la République islamique d'Iran. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est qu'au Liban, en 1975, lorsque la guerre a commencé et que les premiers camps palestiniens sont tombés, lorsque les milices chrétiennes rentraient dans les camps, ils voyaient qu'il y avait, en plus de certains Européens du type des gens de l'IRA, de l'ETA, etc., même il y avait quelques Corses et Bretons, et les brigades rouges italiennes, non, sincèrement, ils ont vu qu'il y avait aussi des Iraniens. Et en fait, c'était des gens qui, après, sont devenus des gardiens de la révolution de Khomeini, dès 1975. Donc en fait, avant même que la République islamique d'Iran apparaisse, on avait déjà des Iraniens qui s'entraînaient dans les camps palestiniens, au Liban. Donc c'est pour dire cet aspect. Et donc, il y a une chose dans le khoméinisme qui est aussi important, c'est le concept, et Mana Shirli sûrement aussi peut très bien l'expliquer, c'est ce qu'on appelle le vilayet et fakir, c'est-à-dire la supériorité du guide suprême de la révolution islamique, l'obéissance que doivent avoir les chiites pour lui. Et donc, il y a des groupes, ce qu'on appelle les proxys iraniens, qui ont cette allégeance. Donc le Hezbollah au Liban fait partie du Vilayet et Fakir. Les Hachecharbi en Irak font partie du Vilayet et Fakir. Et d'autres groupes également. Et en réalité, lorsque lui décide de la guerre, alors tous suivent. Et si lui décide de la paix, alors tous suivent. Et c'est pour cela que lorsque le 9 octobre, le Hezbollah est rentré, le 9 octobre 2023, le Hezbollah est rentré en guerre contre Israël, ce n'était pas le Hezbollah qui a déclaré la guerre. C'est l'Iran, parce que c'est l'Ali Khamenei, parce que c'est lui qui décide de la paix ou de la guerre, puisque c'est lui le Wali al-Fakir, c'est-à-dire c'est lui le chef de ce califat, en réalité, qu'il aspire. Justement, je veux revenir sur le khoménisme. Alors, je me permets, si tu peux redire le mot précis, Vilayet et Fakir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et est-ce qu'on peut un peu plus parler de ce sujet? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ce terme et je trouve ça passionnant parce qu'on voit bien que c'est finalement une nébuleuse. Tu parlais de califat. On voit finalement que tout s'articule autour de l'Iran dans cette région du monde et lorsque l'Iran bouge, lorsque Khomeini bouge, le reste des proxys bouge. Donc comment définir, est-ce qu'on peut un peu plus appuyer sur ce terme? Oui, vous êtes en train de me pousser sur les terrains de l'histoire, donc je ne peux pas me contenter des petites réponses. Donc voilà. Pour ça. En fait, le clergé chiite a un problème fondamental à l'intérieur de lui-même, c'est que il n'a pas la légitimité religieuse. Rien dans les textes islamiques ne permet d'avoir un clergé. Donc, à partir de sa naissance, qui était le XVIe siècle, sous les glaives des rois safavides,
qu'on a créé, on a institutionnalisé un clergé chez les chiites pour des raisons politiques, parce que l'Iran voulait tenir tête face à l'Empire ottoman. Alors, on a créé un clergé, mais rien dans les textes coraniques, religieux, ne soutenait une telle création. Ça, c'est le problème de naissance, dès le départ. Quand on regarde l'histoire du clergé chiite, dès sa naissance en 1501 à ce jour, le clergé chiite a toujours été obligé de se justifier parce qu'il avait cette faiblesse interne. Et on constate que beaucoup de contestations, dès le départ, face à cette autorité religieuse qui n'était pas fondée sur la religion. Vous comprenez le contraste? C'est toujours une quête de légitimité, finalement. Cette quête de légitimité a été toujours accompagnée avec quoi? La violence. Toujours, quand ils n'arrivaient pas à convaincre, parce que c'était quand même très difficile de convaincre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils décapitaient leur adversaire. On a des grands religieux dans l'histoire, surtout vers la fin du XVIIIe. On a le grand Bebarani. Qu'est-ce qu'il faisait? Il créait des débats, et puis, à la fin, soit les gens étaient d'accord avec lui, il sortait vivant, il sortait la tête sur la poitrine. La tête sur la poitrine. Donc, cette violence est vraiment caractéristique du clergé chiite, dès sa naissance à ce jour. Ce que vous voyez, en 2 jours, il massacre autant de monde que je ne veux même pas répéter quel nombre. Ça fait partie de l'ADN du clergé chiite. Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait? Le problème, c'est que Khomeini, il n'est pas seul. Khomeini a une histoire derrière et on ne le voit pas. On pense qu'il est né comme ça avec la dernière pluie et il a tout inventé. Oui, c'est un continuum historique. En fait, cet impérialisme clérical arrive à son sommet fin 19e siècle. C'était la deuxième partie du 19e siècle. Le clergé chiite est vraiment au sommet de son pouvoir parce que les rois Qajars sont très faibles. Qajar, c'est la dynastie avant les Pahlavis. Alors, les 3 derniers Qajars sont très faibles. Et le clergé règne officiellement en Iran. Ce sont eux qui... Il ne faut pas croire que c'est la République islamique la première fois. Oui, il y a déjà des antécédents, il y a déjà une forte présence. Et quand ils se voient aussi forts, qu'ils règnent sur un pays comme l'Iran et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils disent « Mais pourquoi nous ne régnons pas sur l'ensemble du monde musulman ?» C'est la fin du 19e. Ce rêve naît à cette époque-là. Pourquoi pas à la fin du... Pourquoi ne pas régner sur l'ensemble du monde musulman? Alors, ce n'était pas possible parce que l'ensemble du monde musulman sont des sunnites et les chiites sont une mince minorité. Ils essayent, on voit à la fin du 19e, la référence au chiisme, la référence à l'Iran disparaît pratiquement dans leurs textes. Ils parlent du monde, de l'ensemble du monde musulman, que les sunnites, ce sont nos frères, alors que dans les siècles précédents, il est découpé, enfin, il est mutilé, il est tué. Mais là, tout d'un coup, ils deviennent leurs frères. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Parce que de l'autre côté, la répulsion envers les chiites existait. Ça existait, et ça a empêché que le rêve impérialiste du clergé se réalise. Mais Khomeini a eu le génie de dire que le chemin de Karbala, la ville sainte des chiites, passe par le Quds, le Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Khomeini, qui savait à quel point les sunnites détestaient les chiites, en faisant appel au conflit arabo-israélien et aux frustrations du peuple arabe qui était au courant, en fait, que leurs dirigeants étaient conservateurs, ne s'opposaient pas à Israël, Khomeini a séduit le monde sunnite. C'est presque un marqueur identitaire. Absolument. Il a fondé toute cette idéologie sur... Alors, il y a un continuum historique, une culture de la violence qui est propre, comme vous l'avez bien expliqué, au clergé chiite. Mais il faut aussi forger ça politiquement, donc sur une identité, je pense. C'est-à-dire aussi la détestation de ce que pouvait être Israël. Ouais. Donc il faut forger, il faut trouver un ensemble commun. Il a instrumentalisé. Il a été plus royaliste que le roi. Il a instrumentalisé le conflit israélo-palestinien en sa faveur pour séduire la population sunnite, pour pouvoir
impérialisé pour pouvoir régner sur les sunnites. Vous voyez? Oui. Et à chaque fois, quand il y a des problèmes, je dis c'est l'Iran, c'est la République islamique qui instrumentalise ce conflit. On ne m'écoute pas parce qu'on ne voit pas les racines historiques. Oui, on a l'impression que ça commence avec la révolution et la prise du pouvoir officiel On dans ne les voit années pas que ça 70, remonte beaucoup mais plus on ne voit pas les loin. racines C'est historiques ça. et idéologiques. Et donc, Israël est devenu en fait l'instrument de la République islamique, l'instrument privilégié de la République islamique pour séduire le monde sunnite. Et là, moi, en 2010, j'étais à Beyrouth. Le chauffeur que l'université m'avait donné, c'était un chiite qui m'expliquait à quel point la République islamique est importante pour nous parce qu'il est contre Israël. Alors que pour les Iraniens, en fait, on s'en fout parce que les Iraniens n'ont jamais été contre les Israéliens. Donc, ce n'était pas pour la consommation interne, c'était pour la consommation externe destinée au monde c'est une politique musulman. extérieure. Absolument. À l'intérieur, la population iranienne réagit différemment à cette chose-là. Les Iraniens sont parfaitement conscients que ça fait presque un demi-siècle que l'Iran est devenu le tremplin des ayatollahs pour aller conquérir l'ensemble du monde musulman. Mais malheureusement, le monde musulman ne voit pas les choses comme ça. Il voit dans les ayatollahs le sauveur. Oui. Il ne voit pas en fait le côté de pouvoir, la soif de pouvoir des ayatollahs. Ça, il ne voit pas. Et sur vous avez évoqué donc le Liban, on a évoqué Israël. À quel point, même si on a vu une question identitaire, mais je reviens vers toi, Michel, à quel point le 7 octobre a été un déclencheur de quelque chose qui a pu aboutir à la révolution que l'on voit actuellement en Iran? Est-ce que ça a été vraiment l'élément, le switch, quelque part, dans la politique intérieure iranienne et donc dans la manière dont on peut les voir à l'extérieur? Disons qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà en 2018, lorsque Donald Trump a remis des sanctions contre l'Iran, où il a annulé sa participation à l'accord sur le nucléaire, les choses ont commencé à bouger. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, il y a eu énormément de difficultés pour l'Iran. Suite à ça, il y a eu en 2019 une révolte en Iran, il y a eu également une révolte en Irak et il y a eu aussi une révolte au Liban. Dans les trois pays, c'était une révolte qui était essentiellement économique, mais aussi politique, c'est-à-dire les gens commençaient à réclamer des comptes à leurs responsables politiques et d'un point de vue économique, les gens n'y arrivaient plus financièrement. Et cette révolte qui a commencé donc en 2019, elle s'est arrêtée avec le Covid, parce que le Covid, si tu veux, a vraiment mis un coup d'arrêt à ces problèmes-là. Et ensuite, les gens ont essayé de voir comment refaire. Puis en Iran, ça a recommencé. Il y a eu une nouvelle tentative en 2022, 2021, 2022. Il y a eu plusieurs tentatives de révolte. Mais et quand Donald Trump est arrivé maintenant, on revient, c'est vrai, au 7 octobre, le 7 octobre 2023 a fait que beaucoup de choses se sont accélérées dans le sens où, et justement, comme je le disais tout à l'heure, à la suite du 7 octobre, le 8 octobre, certaines organisations palestiniennes au Liban sont rentrées en guerre contre Israël, certaines organisations liées justement à la République islamique d'Iran, et le Hezbollah lui-même est rentré en guerre le 9 octobre 2023. On parlait avant des Libanais chiites, mais les Libanais chiites, durant des années et des années, étaient pro-israéliens. Quand Israël est rentré au Liban, les Libanais chiites lançaient des fleurs et du riz sur les tanks israéliens parce qu'ils étaient heureux de se débarrasser des organisations palestiniennes. Parce que les Palestiniens au Liban, les organisations palestiniennes, ont tué plus de chiites libanais que de chrétiens libanais. Donc ce qui fait qu'il y a une détestation chez les chiites de tout ce qui est palestinien au Liban. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le temps, le Hezbollah a énormément financé les chiites et donc on leur a fait absorber cette idée comme quoi il faut défendre la cause palestinienne, etc. Mais défendre la cause palestinienne à l'oral, ça va, mais le nombre de morts qu'il y a eu au Liban avec cette entrée en guerre contre Israël, ce qu'Israël a ensuite répliqué, bien entendu, et continue de répliquer. Il y a eu énormément de morts chez les chiites libanais. Et il y a maintenant beaucoup de chiites libanais qui disent au Hezbollah, vous nous avez entraînés dans quoi? Pourquoi est-ce qu'on meurt pour les Palestiniens? Mais c'est eux qui nous ont tués, finalement, durant la guerre. Et pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour eux? Donc il y a quand même énormément de questionnements là-dessus. Et puis en Irak, il y a eu également... quand tu te souviens, il y avait eu toute la période où les chiites ont combattu les Daesh, puis ensuite il y a eu donc les problèmes économiques, il y a eu aussi la volonté des Américains de faire des gouvernements sans les Hachecharabi pro-iraniens, puis ils sont revenus par la force, ils ont également tué des Irakiens, et en fait
comme le Hezbollah est armé, les Hachis Charbi sont armés et maintiennent une emprise sur l'État. Et à travers eux, c'est la République islamique d'Iran. Donc la République islamique d'Iran a pu maintenir une mainmise sur le Liban et sur l'Irak grâce à ces organisations proxy. Et à cela, il faut rajouter, bien entendu, la Syrie. Mais depuis donc, le 7 octobre 2023, le Hezbollah a été décapité, Nasrallah a été tué. En Syrie, Bachar el-Assad est tombé. En Irak, ils n'osent plus totalement bouger, mais maintenant on ne sait pas qu'est-ce que Khamenei va décider, s'il veut les faire venir encore plus en Iran pour réprimer ou faire face aux Américains, quitte à provoquer peut-être un réveil de Daesh en Irak, parce que c'est ça dont on parle. Et il y a également, donc, bien entendu, l'élimination du commandement du Hamas dans la bande de Gaza. Donc en fait, ça a été un suicide de la part de la République islamique d'Iran. Donc le 7 octobre, c'est vraiment le switch. C'est le momentum qui a permis de provoquer ce qui se passe aujourd'hui. C'est une lente décomposition finalement Oui. de la capacité extérieure de l'Iran avec la totalité de ses proxys. Et finalement, comme ces capacités extérieures ont été grandement diminuées ou finalement détruites pour certaines, ça devient un affaiblissement total du pouvoir à l'intérieur. Oui, et en plus de ça, économiquement, donc l'Irak va mal, le Liban va mal, le Venezuela allait mal et maintenant est sous plus ou moins contrôle américain. En Afrique, il devient beaucoup plus compliqué de faire ce que les Libanais chiites pro-Hezbollah faisaient comme trafic, même si ça continue. Et donc, aujourd'hui, les Américains réussissent à faire vraiment une pression maximale sur l'Iran, sur la République islamique d'Iran, et il y a 90% des Iraniens qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins de $90 par mois, alors que leur coût est estimé à quasiment $200 par mois. Comment voulez-vous qu'ils survivent? Et en plus, comme je disais tout à l'heure, les gens en ont assez de tout ce qui est religieux, en tout cas islamique en Iran. Donc ce double rejet, pour moi, il me rappelle beaucoup ce qui s'était passé en URSS. C'est-à-dire que l'URSS a tenu, le communisme a tenu pendant 70 ans, 1917-1987 avec Gorbatchev, la perestroïka, et 4 ans après, il y a eu cette double faillite à la fois économique et idéologique qui a conduit à la chute. Et aujourd'hui, je crois qu'on a atteint en Iran cette double faillite à la fois idéologique et à la fois économique. Mais il y a une différence à mon sens, et je crois qu'on est d'accord, c'est qu'il va falloir une aide extérieure pour que le régime ait un coup fatal. Justement, je vais revenir sur ça. Vous êtes d'accord sur l'analyse avec cette double faillite ou le parallèle que tu as pu faire avec Gorbatchev, la perestroïka et l'URSS? Est-ce que finalement, le pouvoir iranien, et en particulier le clergé chiite dont on parlait, est-ce que finalement la population n'est pas en train de définitivement passer à autre chose? On parlait du pouvoir que pouvait avoir le clergé sur une partie de la population. On voit que l'Iran est affaibli sur tous ses pans extérieurs en termes de politique extérieure. Est-ce que, on a beaucoup parlé des révoltes en 2022, en 2020, en 2021, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne, j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est ce point-là? Et est-ce que le clergé chiite est totalement repoussé par une partie de la population? Ou est-ce qu'il y a quand même une partie de la population iranienne qui est attachée à Khomeini et à l'ayatollah? Parce que de l'extérieur, on voit tout cet ensemble, mais on a du mal à savoir véritablement si c'est la totalité de la population qui est embarquée dans ce mouvement, ou s'il y a toujours des résistances à l'intérieur même de cette population. Est-ce que c'est finalement assez hétérogène? Personne ne peut vous répondre avec la certitude quelles sont les différentes parties de la population, combien de pourcents des Iraniens pensent comment. C'est très difficile parce qu'on n'a pas accès à la société, on ne peut pas mener des enquêtes qualitatives, quantitatives, mais on peut faire que des enquêtes qualitatives. Ce que je fais à travers mon réseau, je ne fais que faire des enquêtes qualitatives. Mais pour vous répondre, il faut vraiment avoir des positions en Iran, des possibilités en Iran pour un... Mais comment on sait, par contre, aujourd'hui, que les Iraniens ne sont pas contents? Comment on sait que ce mouvement que vous qualifiez de révolution, que moi je qualifie de révolte, parce que ce n'est pas encore abouti. Oui. Voilà. Tant que ça n'a pas abouti, on ne peut pas dire révolution. Donc c'est une révolte très importante. Pourquoi on attache autant d'importance? Parce qu'il y a d'autres manières pour voir les choses. Quand la monnaie nationale d'un pays perd 1000 fois sa valeur, quand la monnaie nationale n'a pas de valeur, quand un pays qui était un pays riche et les gens, la population qui vivait une vie facile
est normal. On voit aujourd'hui 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques officielles que vous pouvez estimer que c'est très sous-estimé. C'est pour ça que je disais D'accord. 90% Voilà. en réalité, Moi- mais c'est moi- vrai, officiel, c'est Les 75. chiffres C'est vrai. Donc c'est officiels. légèrement plus haut dans la réalité. Voilà. Forcément. Les chiffres officiels disent que en Iran, aujourd'hui, il y a 40% de chômeurs. Les chiffres officiels disent qu'il y a 6 millions d'Iraniens qui sont sans abri. Les chiffres disent, enfin, ce sont les chiffres, moi je fais parler les chiffres officiels publiés par la République islamique. Je n'invente pas. Je sais que ce sont des chiffres qui sont absolument faux, mais tout en étant faux et sous-estimés, ils sont parlants. Ils sont très parlants. Ils sont très Très parlants. Donc, évidemment, parmi les 90 millions d'Iraniens, vous pouvez très facilement trouver des familles qui se sont largement enrichies grâce aux sanctions, grâce à cette kleptocratie qui domine en Iran depuis 37 ans, depuis l'arrivée de Khomeini, le guide actuel. L'Iran n'est plus du tout dans l'idéologie. Fini. L'idéologie est partie avec Khomeini. Depuis Khomeini, on est dans un système corrompu de kleptocratie militaire et criminelle. Alors, évidemment, il y a des familles qui se sont enrichies, évidemment qui sont pour. Il y a aussi une partie de la population, bon, j'estime qu'une mince partie, mais quand même sur 90 millions, Oui, c'est important. c'est important. D'accord. C'est forcément Il y un a chiffre quand même important. une mince partie des gens qui sont, par une croyance interne, ils sont tombés dans les pièges des publicités, des propagandes du régime qui le soutiennent. Non. Mais pourquoi je dis l'écrasante majorité des Iraniens sont contre? Parce que l'écrasante majorité des Iraniens ne vivent pas. Ils n'arrivent même pas à arrondir leur fin de mois. Ils ne mangent même pas à leur faim. Ils n'arrivent même pas à avoir de l'air. L'air en Iran est tellement pollué que cette année, on a eu une recrudescence de cancers et des morts à cause de la pollution d'air. Donc, on est dans un pays où tout est politique, même l'air qu'on respire est politique. Alors, dans un pays où tout est politique et l'économie est morte, bon, c'est normal. Un individu normalement construit, qui n'est pas fou, qui a sa tête, il pointe le doigt vers qui? Vers le gouvernement, vers l'État, vers ses dirigeants. Et c'est pourquoi le mouvement est aussi généralisé, contrairement à ce qu'on essaye de dire, de prétendre qu'il ne se passe rien en Iran, il n'y a que les manifestations officielles. Non, le problème c'est que quand dans un pays, l'écrasante majorité de la population ne peut pas vivre, évidemment ils ne sont pas contents. Et on n'est pas dans n'importe quel pays, on est en Iran. À partir de la révolte du tabac fin 19e, les Iraniens, pour un oui et pour un non, étaient dans la rue. Cette tradition de contestation, cette culture de contestation populaire est devenue une tradition chez les Iraniens. On augmentait 2 centimes le prix du sucre, les Iraniens étaient dans la rue. Et donc, ce n'est pas un peuple soumis qu'on puisse taper sur sa tête et lui dire « écoute, c'est comme ça, tu obéis ». Oui, il a cette culture de lorsque ça ne va pas ou lorsque, effectivement, comme vous parlez de la révolte du tabac ou du sucre, il a cette capacité à directement se mobiliser pour aller se mettre en place pour une révolte. Donc c'est vraiment une culture iranienne d'être révolté. C'est la révolte populaire en Iran est devenue une tradition. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi une révolte populaire? Ça veut dire un peuple qui s'exprime et qui veut prendre son destin politique en main. Et qu'est-ce qui est de plus démocratique que ça? Rien. Peut-être les Iraniens, ils disent, nous voulons, par exemple, à l'époque du prix de tabac, de la révolte de tabac, les Iraniens ils disaient, on ne veut pas les étrangers qui gouvernent notre commerce de tabac. Mais l'acte, par nature, en tant que tel, était un acte démocratique. Peut-être il s'oppose pour les 2 centimes qui étaient augmentés sur le prix de sucre, et ça n'a rien à voir des slogans démocratiques. Mais l'acte est un acte démocratique. C'est pourquoi je dis c'est un peuple qui est entré dans la modernité. C'est quoi la modernité? La modernité, ça veut dire un peuple qui prend son destin en main.
une modernité politique en Iran, malgré les apparences, malgré le fait que peut-être le monsieur tout le monde, celui qui est dans la rue, vous lui demandez la démocratie, il dit « je m'en fous, je ne veux pas la démocratie, je veux une meilleure vie ». Mais l'acte de vouloir une meilleure vie est un acte démocratique. Donc, j'aime bien la c'est cette formulation d'entrer dans la méthode. modernité. Voilà, ce pays, ça fait plus d'un siècle qui est entré dans la modernité politique, malgré l'État totalement barbare qui est actuellement en Iran. Et donc, il faut tenir compte qu'on est, en tant que les citoyens des pays démocratiques, nous avons le devoir de les soutenir. Justement, je vais revenir sur ce point. On parlait de Donald Trump, on parle du coup du soutien à l'Iran. Comment tu le qualifies aujourd'hui, le soutien? Est-ce qu'il est pleinement engagé, ou est-ce que tu trouves par exemple que les Occidentaux, donc je prends l'Europe, essentiellement l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, Amérique plus Canada, sont assez frileux? Est-ce que tu estimes que c'est pleinement engagé, ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Et pourquoi il y aurait des réticences à s'engager, ou du moins à soutenir cette révolte? Bon, il y a deux choses, je pense. La première, c'est que je crois que Donald Trump va faire quelque chose, puisque il va pas déplacer une armada qui coûte 300 millions de dollars par jour pour rien. Déjà, en 4 jours, ça a donc dépassé le milliard de dollars. Il a des comptes à rendre. Cette année, il y a les midterms, les élections de mi-mandat. Et donc, le Congrès, le peuple américain vont lui demander qu'est-ce que c'est que cet argent, il est parti pourquoi. Donc Donald Trump veut utiliser cette armada soit pour forcer une dissidence à l'intérieur du régime, un coup d'État au sein du régime, soit pour enclencher une vraie guerre avec des liquidations ciblées comme celui de la liquidation de Ali Khamenei, le guide suprême, et d'autres personnages clés des gardiens de la révolution. Notamment par exemple un Mohsen Rezaï, un Mohammad Ali Jafari, qui sont deux des anciens chefs des gardiens, qui sont restés plus d'une dizaine d'années chacun à la tête donc, de ce corps des gardiens de la Révolution. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que les pays arabes du Golfe pèsent énormément dans la politique étrangère américaine, britannique et française. Oui, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. En France, par exemple, le chiffre d'affaires du complexe militaro-industriel français dépend à 43% des pays arabes du Golfe. C'est quand même énorme. Et donc, ils influent sur la politique étrangère donc française, britannique et américaine, si bien que ces pays ne souhaitent pas la chute de la République islamique d'Iran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Trump intervient aujourd'hui pour faire chuter la République islamique d'Iran, ça voudrait, et selon ses propres dires, c'est parce que le peuple souhaite la chute de ce régime et que ce régime est en train de tuer ce peuple, donc j'interviens. Et donc ça pourrait donner des idées aux Saoudiens de demain se révolter eux aussi et de réclamer eux aussi la chute de leur régime. Et donc les Saoudiens, le gouvernement saoudien ne souhaite pas du tout que une intervention de Trump donne une idée à sa propre population en Arabie Saoudite. De même au Qatar, de même aux Émirats Arabes Unis. Tous ces pays sont des dictatures, quoi qu'on en croie, quoi qu'on en dise en Occident. Et vous savez, quand on critique, quand on parle de Daesh, décapitant les têtes, etc., des gens et tout. En Arabie Saoudite, en 2025, il y a eu le plus grand taux de l'histoire de l'Arabie Saoudite de décapitation, de peine de mort appliquée. Donc on nous présente Mohammed Ben Salman comme quelqu'un de très ouvert, mais en même temps, c'est le plus haut taux de toute l'histoire de l'Arabie Saoudite de peine de mort. Donc c'est quelque chose qui est important et qu'il faut relever. Et donc il y a cet aspect, donc le poids de ce lobby arabe, donc en Amérique, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, qui pèse énormément sur la politique étrangère donc de ces pays. Et il y a également le lobby israélien qui essaye de pousser en faveur d'un changement en Iran, bien qu'Israël avait besoin de temps également en termes de fourniture de matériel pour reconstituer son dôme de fer, pour faire face en cas de frappe de la part de l'Iran. Et c'est pour ça aussi qu'Israël est en train de frapper de manière très ciblée le Hezbollah ces derniers jours. Ils ont tué le chef de l'artillerie du Hezbollah il y a 2 jours. Il y a quelques mois, ils avaient tué également le chef d'état-major du Hezbollah, qui n'était même pas libanais, qui était de nationalité iranienne. Donc c'est pour dire combien les gardiens de la révolution ont repris le contrôle direct du Hezbollah. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte, à mon sens, c'est que ce groupe des Moudjahidines du peuple qui
qui est un groupe d'opposition iranienne, mais soutenu par l'Arabie Saoudite, et qui est un groupe, en fait, un peu, c'est un groupe, une secte, un peu parfois on l'appelle en Iran, islamo-gauchiste, islamo-marxiste, qui a soutenu l'Irak contre l'Iran durant la guerre de 1980-1988. Et ce groupe, grâce à l'argent saoudien, achète énormément de personnalités importantes ici et là. Par exemple, aux États-Unis, l'ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, il vient chaque année au congrès des Moudjahidines du peuple. Et donc, ça pèse. Et donc, quand on voit sur les réseaux sociaux, notamment des communiqués du Conseil national de la résistance iranienne, en réalité, ce sont des communiqués des Moudjahidines du peuple. C'est un autre nom qu'ils utilisent pour faire passer leurs idées, leurs choses. Et il y a en France aussi des personnalités, que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit des politiques ou des journalistes, qui défendent ouvertement les Moudjahidines du peuple. L'autre jour, sur France Télévisions, on a vu, France Info, on a vu par exemple un Guillaume Ancel qui ouvertement était en train de dire que les Moudjahidines du peuple sont la vraie alternative aujourd'hui en Iran et qu'il faut ni Mollah ni Shah et que ce sont vraiment ce groupe-là qui devrait être à la tête du pays. Et d'ailleurs, sur le plateau, il y avait quelqu'un de ce groupe qui était présent. Or, ce groupe était classé terroriste aux États-Unis et en Europe et donc en France pendant des années. Et il a été retiré de ces listes dans les années 2010 aux États-Unis et en Europe à la demande de l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit sunnite-chiite, c'est-à-dire fitna, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran à la suite de la guerre en Irak et puis au moment de Daesh, etc. Et donc l'Arabie Saoudite voulait l'instrumentaliser face à la République islamique d'Iran. Et donc ils leur ont donné énormément d'argent et ils ont dit aux Américains et aux Européens, s'il vous plaît, retirez-les des listes. Mais c'est des organisations qui sont terroristes, qui sont marxistes, islamistes et qui sont détestées par l'écrasante majorité des Iraniens. Donc il ne faut pas tomber dans ce leurre qu'on peut voir sur certains réseaux sociaux ou sur certaines chaînes de télévision et médias en faveur des Moudjahidines du peuple. Alors justement, je vais rebondir sur 2 points. Le premier est, est-ce que finalement l'Iran, dans sa révolte, fait peur aux autres pays arabes? C'est-à-dire que la révolte du peuple iranien, est-ce que ça peut être pris un exemple, comme tu l'as cité, pour que d'autres pays et d'autres populations dans d'autres pays, on peut prendre l'Arabie Saoudite, se disent finalement nous aussi on veut peut-être autre chose, ou parler de moments de modernité, de démocratie. Est-ce que finalement l'Iran peut faire peur? Évidemment, il n'y a rien de pire qu'un Iran démocratique pour les dictateurs de la région. Imaginez que les Iraniens deviennent démocratiques. L'Iran devient une grande démocratie. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Arabe? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, une république islamique, terroriste, narcotrafiquant, dangereux, et tout ça, c'est beaucoup mieux qu'un Iran démocratique. Ah oui, non, ça serait... Donc c'est un peu à rebours de ce qu'a pu être la révolution iranienne. C'est que, je pense, je peux me tromper, mais mon analyse était la suivante, c'est de dire que lorsque les ayatollahs ont pris le pouvoir, c'était aussi un signal pour les autres pays arabes pour dire que la révolution islamique, peut-être au niveau mondial, peut être possible. Si aujourd'hui l'Iran tombe avec cette révolution, c'est peut-être finalement le mouvement inverse qui va se passer et ça peut être une influence dans la totalité du monde arabe, ou du moins dans certains pays arabes. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis plutôt sur quelque chose qui pourrait exister ou qui pourrait être une sensibilité politique? Pour moi, l'Iran a toujours fait peur à ses voisins. D'abord, c'est un peuple nettement plus cultivé que les pays voisins. Niveau d'instruction est largement supérieur par rapport à ses voisins. C'est un vrai pays, c'est-à-dire qu'il a un pays qui a 4000 ans d'histoire. Et ce sont les différents peuples à l'intérieur du pays qui ont toujours su rester ensemble et solidaires. Et ça, j'ai pu le regarder, remarquer actuellement, là, dans ces événements actuels. Et les Iraniens, ils se disputent entre eux beaucoup. Mais dès qu'il y a un danger, ils se solidarisent. Donc, ils ont une solidarité atavique qui revient vers eux et ça leur permet... Je disais, ce n'est pas par hasard que ce pays a 4000 ans d'histoire avec autant de différences ethniques qu'on peut trouver à l'intérieur. L'Iran est une nation. C'est la nation qui prime sur toutes les autres appartenances. Et cette appartenance, c'est face au danger. Quand il y a un danger pour l'identité, pour la souveraineté nationale de ce pays, c'est la nation qui se révèle. Alors, évidemment, un tel pays pourrait faire peur à des petits pays qui sont tout autour, par exemple à l'Irak, qui est un pays qui a été construit.
ou bien Koweït, ou bien... C'est pas la même chose. Les Iraniens ont toujours été seuls dans la région, quelque part. Ils étaient très seuls dans la région parce qu'ils n'étaient pas, en fait, soutenus par les pays voisins. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe. Les pays voisins, les arabophones, les afghanophones, enfin, on n'a pas d'afghanophones, les pashtuns, Oui. voilà. On voit qu'ils se moquent de nous quand on parle des victimes. C'est-à-dire, je vois quand même ce détachement énorme vis-à-vis à quel point les Iraniens sont seuls. Vous voyez ? Est-ce que on parlait du clergé chiite, est-ce qu'il y a eu aussi cet objectif de détruire cette culture iranienne millénaire? C'est-à-dire que finalement, pour instaurer le pouvoir, pour faire en sorte de s'asseoir définitivement, il fallait aussi quelque part détruire une partie de cette histoire. Est-ce qu'ils l'ont fait ou est-ce qu'ils ont finalement réussi à s'incorporer dans cette histoire en disant finalement nous sommes les héritiers de tout ça? Non, ils ont plutôt essayé d'effacer. Parce que, je vous ai parlé de la seconde moitié du 19e siècle, la volonté de gouverner, de régner sur l'ensemble du monde musulman. Ce qui était un obstacle, c'était l'iranité, la nation iranienne. Donc, pour eux, le nationalisme iranien était toujours un obstacle face à leur panislamisme. Ce n'est pas vraiment dans le sens panislamisme du monde musulman, des frères musulmans. Non, c'est vraiment quelque chose de très, très clérical. C'est le clergé qui veut régner. Et donc, l'Iran a toujours été un obstacle. Le nationalisme iranien a été toujours un obstacle. Et on voit, dès le début du XXe siècle, que les Iraniens, ils se solidarisent derrière la notion du nationalisme et qu'on voit ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale, c'est le nationalisme iranien qui a sauvé le pays et que les Iraniens se solidarisent derrière quelqu'un comme Reza Shah, qui était un grand... Le père, voilà, c'était un grand nation. C'était l'un des deux piliers fondamentaux de nationalisme iranien. Ensuite, on a la nationalisation du pétrole, qui était un moment extrêmement important, qui a, je dis, la naissance d'une nation moderne en Iran. Une nation qui dit « mon pétrole est à moi, je veux le prendre moi-même ». Sans tomber dans le communisme. Voilà. Ça, c'était une nouveauté. Donc, c'était bien Mossadegh. C'était Mossadegh, tout à fait, tout à fait. Donc, à chaque fois, qui a fait tomber Mossadegh? Qui? Le clergé chiite, Behbahani, Kashani. Les deux grands ayatollahs de l'époque. Oui, qui ont ensuite formé... En fait, cette époque de l'histoire de l'Iran est très, très, très opaque. On n'a pas beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai essayé d'en parler dans mes livres. Et je dis à quel point le rôle de clergé est important. Oui, la CIA, MI6, c'était important. Mais tant qu'ils n'ont pas obtenu carte blanche des ayatollahs, ils n'ont rien fait. Ils ont pris carte blanche d'ayatollah Behbahani. Ils l'ont payé $150,000 à l'époque. On est en 1953 et les documents de CIA sont sortis. On a trouvé que Behbahani lui-même et son fils ont touché $150,000. Pourquoi? Pour assurer le silence du peuple face à un coup d'État américain. Donc, c'est parce que, en fait, les vrais ennemis du nationalisme iranien, ce sont les ayatollahs, le clergé chiite. Mais ce qui me dérange, c'est que les soi-disant analystes politiques qui arborent les plateaux télévisés, ils confondent, ils ne voient pas les choses d'une manière, dans la perspective, dans la profondeur historique des choses, et ils n'arrêtent pas de proférer leurs paroles infondées en disant que, oui, les ayatollahs, ils sont très nationalistes. Non, ils ne peuvent pas être nationalistes, parce que la nation et Oumma sont deux choses différentes. Et eux, ils pensent à titre d'Oumma d'islam, alors que les Iraniens, ils pensent au terme de nation iranienne. Ce sont deux choses, deux concepts totalement différents. La nation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un peuple qui décide son sort, de son sort politique, de son sort de vie sociale, tout. Et Oumma, c'est qui? C'est un peuple soumis à la volonté de Dieu. C'est totalement différent. Et son représentant, le Wali Fakir, le guide suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une nation se donne ses propres lois. Alors, un humain obéit les lois de Dieu.
C'est ça la différence. C'est-à-dire, c'est la différence entre ce que Marcel Gauchet dit, hétéronomie et autonomie. Ça, la nation est dans l'autonomie totale. C'est une nation autonome, c'est une société autonome, n'est pas dépendant de l'au-delà. Elle choisit, elle est souveraine, elle choisit elle-même son destin. Tout à fait. C'est pourquoi, comme disait Michel, là maintenant, les Iraniens sont vraiment détachés de l'islam. Même ceux qui sont croyants encore, ils savent que l'islam n'a pas sa place dans la politique. Oui, donc on revient sur la modernité, c'est que vraiment ça devient l'autonomie de la nation iranienne. C'est pour ça que j'aime bien le terme de nation ici, c'est que c'est la nation face à un pouvoir. Tout à fait. Face à un pouvoir qui, lui, est religieux et qui est impérialiste et qui veut définitivement s'asseoir dans ce pays. Donc je reviens vers toi, Michel, parce que je sais que tu aimes bien ce sujet de la Oumma. Tu rejoins aussi l'analyse entre cette confrontation entre le nationalisme iranien qui finalement renaît, et qui a toujours été là, mais qui renaît aujourd'hui, à travers les difficultés, mais il renaît, et cette distinction qu'il faut faire entre la Oumma, donc communauté religieuse musulmane, le peuple, Nation musulmane. Est-ce que tu vois cette différence aujourd'hui? Est-ce que c'est le moteur, quelque part, de cette révolte en Iran? En tout cas, c'est l'un des moteurs. Je suis complètement d'accord que le vrai problème dans toute cette région, et c'est derrière quasiment toutes les guerres qu'a connu cette région, c'est le concept de Oumma contre le concept de nation, d'État-nation. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, depuis que Khomeini a fait sa révolution, il y a effectivement il utilise la Oumma contre la nation iranienne. De même, au Liban, il y a eu la guerre on voulait faire croire aux Libanais et imposer aux Libanais d'être arabes alors qu'ils ne l'étaient pas. Et la même chose là, donc cette nation arabe qui en réalité est utilisée par les laïcs, soi-disant laïcs, et ensuite la nation musulmane utilisée par les islamistes, c'est en réalité la même chose. C'est pour faire fondre le concept d'État-nation. Et on parlait avant des millénaires, des 4000 ans de civilisation iranienne. Mais en fait, en Syrie, en Irak, au Liban, il y a également des civilisations qui sont millénaires. Et aussi, on a voulu les écraser, les faire disparaître dans ce concept d'Oumma. Parce qu'effectivement, la Oumma veut faire disparaître tout ce qui était avant. Elle veut faire table rase de tout ce qui était avant parce que, justement, comme elle a très bien expliqué Mona Shirali, il y a cet affrontement entre l'idée de Oumma, le concept de Oumma, et l'idée d'État-nation dans tous ces pays. Est-ce que ça rejoint le mouvement dans les années 70-80 du panarabisme? Non, mais justement, le panarabisme, en réalité, c'était le faux-né de la Oumma. Parce que, regarde, tu vois, en Irak, à la base, on parlait aussi de nations arabes, etc. Finalement, en 91, Saddam Hussein a rajouté sur son drapeau Allahu Akbar et je ne sais quoi. De même, en Égypte, tu sais que Nasser avait fait son coup d'État avec les frères musulmans. Oui. Donc en fait, il était plutôt d'accord avec eux. Donc qu'est-ce qui se cachait derrière cette nation arabe? Il faut se rappeler aussi quand Mahomet était sur son lit de mort, il avait dit sur cette terre, il ne restera que les Arabes. Et sur cette terre des Arabes, il ne restera qu'une seule religion, l'islam. Donc en réalité, le concept de nation arabe, c'est le faux-né de la Oumma, qui est la nation islamique, la nation musulmane. Et donc, on a voulu faire croire, en fait, aux différents peuples de la région que, cette nation arabe était une réponse à leurs demandes. De même que Khomeini a fait croire à une partie de la population iranienne que la nation musulmane pouvait être une réponse à leur désir de ne pas s'occidentaliser trop rapidement. Et donc, tout le monde pas tout le monde, mais enfin, je veux dire, beaucoup de gens en Iran et dans la région sont tombés dans le piège de ces islamistes ou alors de ces nationalistes arabes qui étaient faunés finalement de l'islamisme et qui sont tombés dans le panneau. Par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire. En France, on nous dit, par exemple, que les Libanais sont arabes parce qu'ils parlent l'arabe. Sauf que le Liban a pris l'arabe comme langue officielle en 1950. Donc ça veut dire que jusqu'en 1950, le Liban et les Libanais n'étaient pas arabes et par l'opération du Saint-Esprit en 1950, les Libanais sont devenus arabes. C'est-à-dire en Israël, la langue arabe était officielle en 1948, c'est-à-dire 2 ans avant le Liban. Donc ils étaient arabes. Donc, non, mais c'est du n'importe quoi. Donc en fait, ce concept d'arabité, il faut vraiment le comprendre, c'était un faux-né au concept que Mona Shirali dénonçait, qui était cette Oumma, cette nation islamique. Et cette idée de nation islamique a voulu s'imposer dans tous les pays de cette région et dans sur tous les peuples. Et aujourd'hui, on le voit aujourd'hui en France. Parce que quand on renvoie aux musulmans,
le fait qu'ils sont, disons, eux musulmans et les autres sont français. En fait, on renvoie vers comme si c'était une nationalité. Pourquoi est-ce qu'ils seraient de nationalité musulmane? Non, la France reconnaît une seule nation, une seule communauté nationale, la communauté nationale française. Et si les uns et les autres, on a des origines étrangères, très bien, mais on est français. Mais en disant que non, vous êtes musulman, c'est pour imposer en France même le concept d'Oumma, de nation musulmane. Et il faut les distinguer. Il faut que les filles portent le voile, il faut manger halal, il faut, etc., etc. C'est pour se distinguer du reste de la population, pour qu'on montre qu'en France, il n'y a pas que la communauté nationale française, il y a également la Oumma. Donc la Oumma, c'est vraiment l'outil, l'instrument du clergé chiite, du clergé sunnite, des mouvements islamistes et tout, pour créer la guerre civile dans tous ces pays. Je voulais juste donner une petite explication. Quand je parle de 4000 ans, histoire de l'Iran, ce n'est pas pour nier que d'autres pays d'à côté, où il n'y a pas eu de culture. On sait que la Mésopotamie était... Oui. Mais par rapport aux pays arabes du Golfe, oui. Mais qu'est-ce qui différencie l'Iran, par exemple, de l'Irak, des pays qui sont eux-mêmes aussi extrêmement anciens? Mais en fait, il y a quelque chose qui différencie, qui donne la conscience de la nation aux Iraniens depuis très longue date, depuis plusieurs millénaires. Et cette conscience n'existe pas. Ce n'est pas que la culture n'existe pas. Ce n'est pas que les pays d'environnement ne sont pas des pays de grande culture. Oui. C'est le berceau de la culture, le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui différencie les Iraniens des autres pays? C'est la conscience d'appartenir à une communauté nationale qui est politique. Cette conscience politique d'appartenance différencie. Vous ne trouvez pas son équivalent dans les pays d'à côté. Parce que ce sont les pays qui sont nouvellement construits. Et très beau. Par exemple, chez les Libanais, cette conscience d'appartenir à une communauté politique, c'est nouvelle. C'est une nouvelle conscience. Vous ne pouvez pas dire que, oui, à l'époque, en XVIe siècle aussi, ça existait. Parce que ces nébuleuses communautés étaient sous l'emprise de l'Empire ottoman. Et c'est l'Empire ottoman qui les gouvernait, qui donnait en fait une conscience religieuse. C'était l'humain, c'était l'Empire de l'islam. Oui, on revient sur la notion d'Oumma qui lie finalement l'identité. C'était l'Empire de l'islam. L'Empire ottoman, quand il détruit, c'est à partir de la destruction de l'Empire ottoman que ces pays émergent. Et la conscience politique prime sur la conscience religieuse. Mais ce qui différencie l'Iran, c'est que malgré l'islam, et avant l'islam, le zoroastrisme, on a toujours, on est dans les sociétés anciennes avec la domination des religions, d'accord? Mais malgré cela, on voit que l'appartenance à un pays, ça veut dire quoi? C'est l'appartenance à une communauté politique prime sur la religion. Au moment où les Juifs entrent en Iran, avant l'arrivée de l'islam, le roi d'Iran les accepte et il demande au roi d'Iran, c'est Darius, le grand Darius, on lui demande, est-ce qu'on a le droit, maintenant qu'on est devenu iranien, est-ce qu'on a le droit de pratiquer notre culte? Et la réponse, c'est quoi? Étant donné, la réponse, c'est que vous êtes des citoyens de ce pays et vous pouvez croire à n'importe quel culte que vous souhaitez. Et quand on regarde, on trouve que cette conscience d'appartenance à la citoyenneté, l'appartenance du citoyen à la communauté nationale est quelque chose de très, très moderne, mais qui a existé déjà à l'époque. Quand on dit « vous avez le droit de pratiquer votre culte parce que vous êtes le citoyen », ça veut dire parce que vous appartenez à la communauté nationale. Et en fait, c'est une nouvelle modernité. C'est une nouvelle modernité avant l'heure. Selon Dominique Schnapper. Oui. Voilà, parce que j'en ai beaucoup parlé. Un peu postmoderne. Dominique Schnapper estime que ça, c'est vraiment la conscience de la citoyenneté, mais avant l'heure. Oui, avant l'heure. Tu parlais justement, on a parlé un petit peu du Liban, tu parlais de tribal. Tu rejoins l'analyse justement sur... Pas sur le Liban, le tribal, c'est pas au Liban, c'est plutôt les pays arabes du Golfe, Arabie et tout ça. Mais tu rejoins la notion de citoyenneté, de communauté nationale. Avec une nuance, c'est sur le Liban malgré tout, parce que dans l'Empire ottoman, le seul territoire qui avait une autonomie, c'était le Liban. Le Liban avait, le mont Liban était autonome. Et il y avait par exemple Fakhreddin, qui était un émir druze du Liban et qui avait dans son armée
toutes les confessions religieuses du Liban, des sunnites, des chiites, des druzes, des maronites, des grecs orthodoxes, des grecs catholiques, etc. Et même à l'époque de Saint-Louis a fait des lettres qui sont qui existent en France, qu'on peut voir au Louvre et ailleurs, dans lesquelles il parle de la nation française s'adressant à la nation maronite. La nation maronite, ça veut dire en fait la nation libanaise. Donc c'est vrai sur l'Iran, mais c'est aussi vrai sur le Liban. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que tout le reste était très tribal et il n'y avait pas cette conscience nationale, cette conscience de citoyenneté. Et il est clair que le peuple iranien a une avancée culturelle, intellectuelle, politique et même en termes de compétences économiques et sur tous les autres peuples de ce golfe persique, avec notamment ces pays arabes. Je veux dire, l'Iran, chaque année, produit, entre guillemets, des ingénieurs de la plus haute qualité. Ce n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a 95 millions d'habitants en Iran. Il y en a quand même 40-45 millions en Arabie. Si on compare juste le nombre d'ingénieurs qu'il y a en Iran chaque année et le nombre d'ingénieurs qu'il y en a en Arabie Saoudite, ça n'a rien à voir. Le grand malheur de l'Iran, entre guillemets, c'est que la République islamique d'Iran a poussé ses ingénieurs à travailler surtout dans le secteur de la défense. Donc l'Iran a les meilleurs drones, like Shahed et autres. Oui. L'Iran a développé ses propres missiles balistiques de première qualité, de premier ordre. Et ça montre l'intelligence des Iraniens d'un point de vue technique, mais ça aurait été bien de le mettre peut-être dans d'autres secteurs également. Mais ça, c'est la République islamique d'Iran, malheureusement, qui fait. Et il y avait aussi une chose que je pense qu'il faudrait dire, c'est l'importance des ressources naturelles pour l'Iran. On en a un peu évoqué avec Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole. Mais en fait, l'Iran, c'est les 4e réserves de pétrole au monde. C'est les premières réserves de gaz au monde. L'Iran a énormément de métaux stratégiques, de minerais, etc., qui sont nécessaires pour la transformation digitale, pour la transition énergétique. Donc c'est un pays qui est extrêmement riche en termes de ressources naturelles. Et dans le même temps, aujourd'hui, il est cantonné à ne produire et à exporter qu'environ 1 200 000 barils par jour. Et tout ça, au lieu d'utiliser ces revenus pour développer l'Iran, et une grande partie de cet argent sert à financer les proxys de l'Iran. Donc le Hamas, le Hezbollah, les Hachech-Sharbi, etc., etc. Si bien qu'aujourd'hui, l'Iran a besoin de plus de 300 à 400 milliards de dollars pour développer son secteur pétrolier et gazier uniquement. Je ne parle même pas du reste de l'économie. Et au lieu d'avoir réinjecté cette manne financière à l'intérieur du pays pour vraiment élever le niveau économique et le développement économique pour l'Iran et les Iraniens, cet argent est donc parti pour faire la guerre, pour faire ce programme nucléaire, pour les proxys, etc., un peu partout. C'est pour cela que quand on entend les Iraniens dans la rue, on les entend dire ni Gaza ni Liban, parce que l'idée c'est que cet argent qui devrait être investi en Iran part à l'étranger. Il part en partie à l'étranger et l'autre partie sert à faire ce programme nucléaire interdit, ce programme d'armes balistiques. Donc il est important aujourd'hui pour l'Iran que dans la phase post-République islamique, que l'Iran puisse vraiment se développer économiquement. On n'en est pas là. Non, on n'est pas là. On n'en est pas là. Malheureusement. Mais en sciences politiques, moi je dis toujours aux étudiants, ce sont les sciences les plus simples du monde. C'est plus compréhensible. Voilà. Et il n'y a pas plus simple que ça. Parce qu'en sciences politiques, il faut toujours follow the money. Il faut suivre l'argent. C'est vrai. D'accord ? Oui, c'est vrai. Alors, comme Michel l'a bien expliqué, l'Iran est un pays riche. Mais aujourd'hui, son argent va dans la poche de qui en premier ? Les Qataris. Parce que ce premier pays qui est à la tête de réserve mondiale de gaz n'arrive pas à extraire son propre gaz. Alors, qui le fait ? Les Qataris. Les Qataris. Alors, follow the money. Les Qataris n'ont pas l'intérêt à ce que la République islamique tombe. Parce que si l'Iran devient démocratique, la première chose qu'on fait, on investit dans le secteur et on va partager 50-50 avec le Qatar. On ne va pas lui donner tout. Ça fait quand même plus de 10 ans, voire plus, que le Qatar est en train de bouffer tout. Et il met dans sa poche tout le gaz de l'Iran. Et évidemment, les Qataris défendent la République islamique. Évidemment, ils payent les journalistes, les hommes politiques, les professeurs d'université partout dans le monde qui les défendent. Alors, quand vous voyez quelqu'un
qui défendent la République islamique et qui dit que la République islamique doit rester à sa place, follow the money. Exactement, D'accord? c'est vrai. Follow the money. Et quand vous follow the money, quand vous suivez l'argent, qu'est-ce que vous trouvez? Toujours la tête de qui? Des Qataris, quelque part. J'ai une question justement. Alors, on a parlé de Mossadegh et puis on va terminer là-dessus. Est-ce que c'est peut-être un petit peu tendancieux, mais on a parlé des compagnies pétrolières dans les années 50, on a parlé un petit peu des États-Unis, de l'Angleterre. Finalement, l'Iran a été aussi un petit peu partagé entre d'autres pays, malheureusement. Est-ce que finalement, la découverte du pétrole a aussi été quelque part un fardeau pour l'Iran par la suite? Quand, avec Mossadegh, la nationalisation, est-ce que ça n'a pas été quelque part le déclencheur de toute la révolution De la iranienne pour la suite? convoitise. Oui, est-ce que ça a été justement cette convoitise a été un énorme fardeau, tout autant que ce qui s'est Il y passé a avec beaucoup les ayatollahs? de penseurs qui parlent comme vous, qui disent que les Iraniens auraient été beaucoup plus heureux s'ils étaient pauvres, s'ils n'avaient pas Ah non, j'espère de... pas. Voilà. Et moi, je pense que... On a vu, par exemple, la révolution en Azerbaïdjan. Ça a duré 3 jours, et puis le régime a changé. Personne, en fait... voilà. Même personne n'en a entendu parler. Voilà. Personne n'a même... Voilà. Ça, c'est une très, très bonne remarque. Personne n'en a entendu parler. Exactement. Mais on dit que l'Iran est aussi important parce qu'il est... Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'être à la tête d'un pays aussi riche, avec les sous-sols aussi riches, et que je pense que les Iraniens sont assez intelligents pour pouvoir bénéficier, profiter de leurs richesses, et ça ne va pas tarder. Et vous allez voir, non seulement le pétrole n'est pas une malédiction de Dieu, mais c'est une richesse immense qui donne une grande maturité aux Iraniens, qui a donné toujours, parce que c'est grâce à la nationalisation du pétrole que je dis dans mon livre, dans la malédiction du religieux, je dis grâce à la nationalisation du pétrole que la nation iranienne devient une nation moderne. Et Une on nation, parle toujours de l'entrée dans la modernité. voilà, dans Il y a la plusieurs modernité, phases. absolument. Entrer dans la modernité n'est pas du jour au lendemain, c'est étape par étape. Processus. Et donc, c'était une étape extrêmement importante d'un long processus qui a commencé avec la révolte du tabac, fin 19e siècle. Un petit mot de la fin. Je vous laisse chacun un petit mot de la fin. Je commence par toi, Michel, et puis on terminera avec vous. Moi, je voudrais dire peut-être que ce qui est intéressant dans la révolte actuelle, c'est qu'on voit aussi que non seulement il y a une révolte à Téhéran, mais la même révolte a lieu à Kermanshah, à Tabriz, à Ahvaz. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une unité nationale dont vous parliez. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces différences ethnico-linguistiques. En fait, il y a vraiment les mêmes images qu'on retrouve dans toutes ces grandes villes. C'est un vrai mouvement national. Oui. Un mouvement de fond. Voilà. De fond. En fait, j'ai les villes que j'ai citées pour que les gens comprennent. Kermanshah, c'est la plus grande ville kurde du pays. Voilà. Tabriz, c'est la plus grande ville azérie du pays. Ahvaz, c'est la plus grande ville arabe du pays. Et donc, ces villes, vraiment, on a pu voir sur le terrain quels sont les gens disent les mêmes slogans en fait Alors, qu'à qu'est-ce Téhéran. qu'il disait? Je termine avec ça, Oui. si vous me permettez. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il disait? En fait, c'est intéressant aussi. C'est tout le pays qui se réveille, qui se rebelle contre la République islamique. Et ce qui est quand même extrêmement intéressant pour moi, en tant que sociologue, qui regarde la société et que mes tendances politiques ne sont absolument pas les mêmes que celles prononcées actuellement, j'étais très étonnée d'un peuple qui se rebelle partout dans un pays et qui se solidarise derrière la figure de Reza Pahlavi, le prince, et qui dit partout, mais c'est étonnant, partout, on a entendu le slogan, un seul slogan, Jovica, Jovica, Jovica. C'est étonnant. Et quelqu'un qui est en train de vous le dire, elle-même, enfin moi, en aucun cas je ne suis monarchiste, mais j'apprécie cette capacité de se solidariser qui existe chez ce peuple derrière un seul slogan, une seule figure, un seul leader. C'est sa force. Oui, c'est l'unité. C'est l'unité. Je vous remercie vraiment, Mana, c'était passionnant. Merci, Michel. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la NRP.